Bienvenue dans cette nouvelle analyse sur l'un des dossiers les plus sensibles de la scène internationale, le Sahara occidental. Aujourd'hui, on va décrypter les derniers signaux venus directement du siège des Nations Unies. Un briefing signé Staffan de Mistura, émissaire personnel du secrétaire général, a rouvert la boîte noire diplomatique de ce conflit gelé. Et au cœur du débat, la résolution 2787 du Conseil de sécurité. Ce texte n'est pas anodin. Il remet les pendules à l'heure sur plusieurs fronts, le processus de négociation entre Rabat et le Front Polisario, la centralité du principe d'autodétermination, et la pression exercée sur le Maroc pour qu'il clarifie enfin les contours réels de son initiative. Mais ce n'est pas tout. Le rôle de la MINURSO, longtemps relégué au second plan, retrouve ici une pertinence stratégique. Et surtout, dans l'ombre de ces mouvements diplomatiques, se dessine la main discrète mais constante d'Alger dont l'influence dans cette équation régionale reste plus que jamais intacte. Pas de triomphalisme, pas de surenchère, mais une lecture froide, chirurgicale des dynamiques en cours. Et, vous allez voir dans le monde du droit international, ce sont parfois les silences qui parlent le plus fort. Ce qu'a livré Staffan de Mistura récemment n'a rien d'une simple mise à jour administrative ou d'un discours poli dans les couloirs onusiens. Non. C'est un coup de projecteur brutal sur une vérité que certains tentaient de maquiller depuis des années. En remettant le dossier du Sahara occidental dans son cadre originel, celui d'un processus de décolonisation inachevé, l'envoyé spécial de l'ONU rappelle que ce conflit n'est pas un contentieux géographique, mais une question de droit fondamental, celui des Sahraouis, à choisir leur avenir par eux-mêmes. Et là où certains croyaient pouvoir brouiller les lignes avec des solutions toutes prêtes, ficelées à coups de lobby et de pseudo-consensus, l'ONU vient remettre les pendules à l'heure. Pas de passe-droit, pas de raccourci. Toutes les propositions, qu'elles viennent de Rabat ou du Front Polisario, seront examinées sur un pied d'égalité. C'est un retour net à l'essence juridique du dossier. Un message clair, aucune formule ne sera imposée d'en haut et encore moins sous pression. La règle est simple, pas de deal sans dialogue, pas de paix sans processus, et surtout pas d'avenir sans le consentement du peuple concerné. Non, ce n'est pas passé. L'ONU n'a validé aucun plan comme solution miracle. Contrairement à ce que certains aimeraient faire croire, aucune des propositions sur la table, ni celle de Rabat, ni celle du Front Polisario, n'a été sacré texte sacré du règlement. Lorsque les Nations Unies affirment avoir simplement pris note des initiatives des deux camps sans trancher, ni favoriser l'une ou l'autre, le message est limpide, aucune formule n'est gravée dans le marbre. C'est un reset diplomatique. Un rappel à l'ordre pour ceux qui croyaient avoir plié le jeu avant même que la partie ne commence. Et le coup de grâce vient ensuite. Ce qu'on nous présentait comme une proposition sérieuse, crédible, réaliste, se retrouve rétrogradé au statut de projet incomplet nécessitant, tenez-vous bien, des éclaircissements. Oui, l'ONU réclame désormais des détails, des précisions juridiques, des garanties concrètes. En d'autres termes, le plan marocain n'est plus vu comme une réponse, mais comme une ébauche à compléter. Voilà qui change la donne. On est loin du storytelling triomphant. Ce glissement sémantique subtil mais tranchant redessine les lignes du débat. Et ce redessin-là ne fait pas les affaires de Rabat. Et voilà comment un simple changement de ton vient fissurer tout un narratif. Ce qui hier encore était présenté comme un plan déjà entériné par la communauté internationale, se retrouve aujourd'hui rétrogradé au rang de propositions, soumises à débat à condition et surtout à clarification. Fini l'illusion du consensus automatique, le projet marocain n'est plus un point d'arrivée mais un point de départ. Et pas forcément le bon, mais attention, le moment vraiment crucial du briefing ne se trouve pas là. Il est ailleurs, dans cette phrase, que certains auraient préféré
ne jamais entendre à nouveau le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Pas une formule vague ou décorative. Un principe dur comme le marbre ancré dans la Charte des Nations Unies, dans les résolutions officielles du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Ce n'est pas un slogan, c'est du droit. Et ce rappel remet les pendules à l'heure. On ne parle pas d'un simple différend de frontières, encore moins d'une affaire à régler entre deux capitales. Non. C'est un dossier international avec un cadre juridique clair et un peuple qui attend toujours qu'on respecte sa voix. Le Sahara occidental, ce n'est pas un banal conflit de frontières qu'on règle entre deux signatures. C'est un chantier inachevé de la décolonisation. Un de ces dossiers où le droit international ne laisse pas place à l'interprétation créative. Le sortir de son cadre juridique, ce serait comme effacer d'un trait les principes mêmes sur lesquels repose l'ordre mondial. Et ça, l'ONU ne le permet pas. Et justement, le renouvellement du mandat de la MINURSO jusqu'en octobre, ce n'est pas un simple tampon administratif. C'est un acte lourd de sens. Cela confirme que malgré toutes les tentatives de relooking diplomatique ou les opérations de cosmétique politique, le cœur du dossier reste intact, un processus enclenché depuis 1991. Un référendum qui n'a jamais été abandonné et surtout une médiation internationale toujours en vigueur. Ceux qui espéraient le faire passer pour un conflit de voisinage ou l'enfermer dans les grilles de lecture géopolitique du moment, vont devoir patienter, l'ONU est toujours là et elle n'a pas changé de feuille de route. L'Algérie n'a pas besoin de grands discours enflammés pour imposer sa présence dans le jeu diplomatique. Pas de gesticulation, pas d'effet d'annonce. Sa force réside ailleurs dans une régularité implacable, presque silencieuse, qui consiste à tenir bon là où d'autres cherchent à faire dérailler le cadre. Dans les couloirs feutrés des institutions internationales, Alger n'a jamais tenté de se faire passer pour une partie formelle au conflit. Elle joue un rôle bien plus subtil, celui du gardien de la légalité et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et justement, toute la stratégie algérienne se résume à une ligne directrice limpide, ne pas redéfinir le débat, mais empêcher qu'il le soit par d'autres. Protéger le cadre juridique initial, celui de la décolonisation, défendre le mécanisme de résolution légitime, à savoir l'autodétermination par référendum, et maintenir l'arène diplomatique dans le giron de l'ONU. Et surtout rappeler que le Front Polisario n'est pas un invité de dernière minute, mais l'unique représentant politique reconnu du peuple sahraoui, validé noir sur blanc par les Nations Unies et l'Union africaine. C'est cette rigueur discrète, presque invisible, qui fait toute la puissance de la position algérienne. Ce n'est pas une posture idéologique, encore moins une improvisation politique. La position algérienne, parce qu'elle s'appuie sur du solide, des textes juridiques internationaux et non sur des effets d'annonce, a prouvé sa résistance autant aux bouleversements géopolitiques, aux pressions de couloir et aux campagnes d'enfumage médiatique. Elle avance lentement mais sûrement pendant que d'autres s'épuisent à vouloir tordre le réel. Et ce n'est pas un hasard si dans un monde devenu multipolaire, l'équation a changé, désormais on ne dicte plus les règles par la force, on les négocie dans un champ de force croisée, avec des intérêts aussi variés que contradictoires. Dans ce nouveau décor, les causes enracinées dans le droit, comme celle du Sahara occidental, deviennent des forteresses difficiles à détourner. Même les coalitions les plus bruyantes n'y peuvent pas grand-chose si elles n'ont pas l'aval juridique. Et sur ce terrain-là, l'Algérie ne joue pas seule. Elle bénéficie d'un réseau régional stratégique, en particulier au sein de l'Union africaine où la République arabe sahraoui démocratique n'est pas un invité temporaire, mais un membre à part entière. Ce verrou institutionnel rend pratiquement impossible toute tentative de faire passer le récit marocain comme lecture officielle
à l'échelle continentale. L'Algérie n'a pas cherché à rallier les foules à coups de discours flamboyants. Non, sa force a été ailleurs dans le réseau. Un réseau solide, ancré dans le mouvement des non-alignés, dans ses alliances avec l'Amérique latine, avec l'Afrique australe et avec plusieurs pôles diplomatiques qui comptent. Pas besoin de convertir ses opposants. Il suffisait de verrouiller le terrain, empêcher toute tentative de remodeler les règles du jeu, et ça, Alger l'a fait avec une élégance froide. Pas en imposant sa version des faits, mais en veillant à ce que celle des Nations Unies reste la seule valable. Alors, quand l'ONU répète encore aujourd'hui que l'autodétermination est non négociable, qu'il n'y a pas de solution préfabriquée et que les négociations directes sont incontournables, elle ne chante pas la chanson d'Alger. Elle récite sa propre doctrine. Une doctrine que l'Algérie, elle s'est contentée de maintenir en vie pendant que d'autres tentaient de la contourner. Et ce que nous dit aussi le briefing de Staffan de Mistura, c'est que malgré les pirouettes diplomatiques, les raccourcis politiques ou les coups de pression en coulisses, aucune de ces manœuvres n'a réussi à déplacer l'épicentre juridique du dossier. On tourne, mais on revient toujours au même point, la loi. On peut avoir tous les micros du monde, monopoliser les plateaux télé ou même aligner des soutiens diplomatiques bruyants, ça ne suffit pas. Parce que dans cette affaire, ce n'est pas le bruit qui fait la loi, c'est la loi justement. Et sur ce plan, l'ONU n'a pas bougé d'un iota. Elle campe toujours sur son socle juridique, aussi inamovible qu'un monument gravé dans le marbre. Sa ligne de conduite, simple et non négociable, pas de solution imposée d'en haut, pas de renoncement au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pas de sortie de la médiation multilatérale, pas d'effacement du Front Polisario comme parti reconnu, pas de blanc-seing donné à un plan unique, et surtout pas de remplacement du référendum par un accord taillé sur mesure. Bref, les règles n'ont pas changé. Et c'est là que se joue la vraie bataille. Pas dans les discours, mais dans la manière dont on définit le conflit. Car celui qui contrôle la définition juridique contrôle le jeu. Tant que l'ONU considère toujours le Sahara occidental comme un dossier de décolonisation, alors la clé de lecture reste la même autodétermination, point final. Et à partir de là, un constat s'impose net, tranchant, inévitable. Un de ces moments où tout devient limpide, où les masques tombent, et où la conclusion n'est plus une opinion, mais une évidence stratégique. Ce ne sont ni les effets de manches politiques, ni les campagnes de storytelling diplomatique qui décident du sort d'un dossier aussi sensible. Non. Ce qui fait foi, c'est la capacité à maintenir intact le socle juridique qui le structure. Et sur ce terrain-là, les derniers rebondissements parlent d'eux-mêmes. Rien n'a été tordu, le cadre légal tient toujours debout. L'ONU conserve son rôle de pilier central. Et le droit des Sahraouis à choisir leur avenir reste le cœur battant de toute solution crédible. C'est là que l'on mesure la vraie puissance de la diplomatie algérienne, pas dans le fracas des tribunes, pas dans les jeux de manches médiatiques, mais dans cette constance inflexible qui consiste à tenir bon jusqu'à ce que le monde lui-même finisse par revenir à ses propres règles. Ce n'est pas une victoire de l'éloquence, mais de la ténacité. Pas une conquête du narratif, mais une protection de l'ossature originelle. Pas un succès de façade, mais la garantie silencieuse que le cadre légal ne sera pas effacé. Car à la fin, quand le brouhaha politique se dissipe, quand les rapports de force tournent, il ne reste qu'un seul juge impartial, le droit international. Et là-dessus, une chose est sûre, le dossier, lui, n'a pas cédé un centimètre. Regardons les choses en face. Lorsqu'on observe ce dossier à travers le filtre précis des mécanismes de l'ONU, un fait ne peut plus être ignoré.
Malgré toutes les tentatives de relooking politique, malgré les surenchères diplomatiques et la cacophonie des récits parallèles, l'ossature juridique du conflit, elle n'a pas bougé d'un millimètre. Elle reste là, solide, active, et plus actuelle que jamais. Le cadre n'a ni été démantelé ni remplacé, le référentiel, lui, n'a pas été désintégré. Et surtout, la pierre angulaire de tout le processus, l'autodétermination, n'a pas été effacée du discours institutionnel ni reléguée dans les notes de bas de page. Bien au contraire. Ce principe continue d'irriguer la matrice même sur laquelle l'ONU fonde encore sa logique de résolution. Peu importe les stratégies tactiques, les acrobaties diplomatiques ou les changements de partenaires, le cœur du dispositif lui tient bon. Et c'est là que se joue toute la vérité du dossier. S'il y a bien une leçon que les années de bras de fer diplomatiques autour du Sahara occidental nous ont enseigné, c'est celle-ci. Vous pouvez multiplier les pressions politiques, faire du bruit sur toutes les scènes internationales, rien n'y fait si le mur en face s'appelle droit international. Parce que ce conflit ne flotte pas dans un brouillard interprétatif. Il repose sur une base juridique robuste, martelée à chaque résolution renforcée par l'architecture onusienne et incarnée sur le terrain par la MINURSO. Preuve vivante que le processus n'est ni mort ni enterré. Ce que certains aiment qualifier de blocage n'est en réalité qu'un verrou normatif bien placé. Un verrou qui empêche les raccourcis politiques de remplacer un mécanisme prévu par le droit. Il n'y a peut-être pas de solution définitive pour l'instant, mais ce flou apparent ne veut pas dire vide juridique. Le statu quo actuel n'est pas synonyme d'impuissance, mais d'une résistance silencieuse contre toute tentative de forcer une issue unilatérale par-dessus les règles du jeu. Et ça c'est tout sauf de l'inaction. L'ONU ce n'est pas une boîte aux lettres qui tamponne par défaut tout ce qui passe. Ce qu'elle ne décide pas clairement, elle ne le valide pas tacitement. Et dans le dossier du Sahara occidental, c'est limpide, aucune reconnaissance automatique de souveraineté, aucun plan unique, sanctifié comme solution miracle, aucun transfert de la résolution du conflit à une quelconque tractation bilatérale hors de son périmètre. Le mandat reste en place, le rôle inchangé, le discours rigoureusement fidèle à sa ligne de départ. Et c'est ici que tout se joue. Car depuis le début, l'enjeu n'est pas tant de savoir qui crie le plus fort ou qui manœuvre le mieux, mais bien de trancher sur un point fondamental: comment qualifier juridiquement ce conflit. Parce que tout découle de là. Si l'on parle de décolonisation, alors la seule issue logique, c'est l'autodétermination. Si on requalifie ça en querelle administrative ou en débat sur l'intégrité territoriale, c'est un autre jeu, d'autres règles, d'autres outils. Sauf que, voilà, malgré toutes les acrobaties sémantiques, les institutions internationales n'ont jamais changé leur lecture de départ. La case reste cochée décolonisation. Et tant que cette case-là n'est pas effacée, le reste du tableau ne bouge pas. Les institutions internationales, elles n'ont pas changé d'un pouce. Pour elles, le dossier du Sahara occidental reste ce qu'il a toujours été, un processus de décolonisation inachevé. Et ça, dans le langage du droit international, ça pèse 1000 fois plus lourd qu'un siècle de campagne médiatique bien huilée. Ce que ça révèle est limpide dans les conflits, où le juridique structure le politique. La vraie victoire ne se mesure pas à qui parle le plus fort, mais à qui empêche l'autre de redéfinir les règles du jeu. Et dans cette lutte de fond, ce n'est ni la brutalité ni la vitesse qui fait la différence. C'est la stabilité. La permanence bat la puissance. La cohérence l'emporte sur la flamboyance. Et la continuité résiste mieux que toutes les impulsions du moment. C'est dans ce décor que la diplomatie algérienne prend tout son sens. Trop souvent perçue à travers des prismes émotionnels ou caricaturaux, elle repose en réalité sur une stratégie plus froide, plus profonde. Ne pas chercher le renversement rapide, mais verrouiller le cadre. Et tant que ce cadre tient, rien ne bouge.
Pendant que certains s'acharnent à remplacer une règle par une autre, un mot par son contraire, ou un cadre par une fiction algée, elle joue une autre partition. Son but n'est pas de proposer un nouveau décor, mais d'empêcher qu'on démonte celui déjà en place. Pas de relooking diplomatique, pas de bricolage sémantique, pas de maquillage juridique, juste un refus méthodique de laisser la scène être redessinée. Ce n'est pas une stratégie d'adhésion, mais de résistance. Pas une quête de popularité, mais une démonstration de stabilité. Et surtout, ce n'est pas une logique de conquête, mais de préservation. Préserver quoi? Ce qui est le plus redouté dans ce genre de conflit, l'immuabilité du cadre onusien. L'intangibilité du droit. Ici, la réussite ne se mesure pas au nombre de renversements, mais à la capacité d'empêcher toute dérive. Dans un monde où l'on impose souvent la solution par la force du moment, faire en sorte que rien ne bouge, et que la matrice décisionnelle ne soit pas altérée, c'est déjà en soi une victoire stratégique. Pas parce qu'on règle le conflit, mais parce qu'on empêche qu'il soit réécrit à l'avantage de l'adversaire. Et cette logique ne s'arrête pas aux salles feutrées de New York. Non, elle s'étend jusque dans la manière dont la planète entière reçoit ce dossier. Dans l'imaginaire collectif, la diplomatie mondiale ressemblerait à une arène où gagnent toujours les coalitions les plus voyantes, les alliances les plus spectaculaires. Mais la réalité, elle est beaucoup moins bruyante. Dans les dossiers verrouillés par le droit international, ce ne sont pas les plus puissants qui s'imposent, mais les plus solides. Ceux qui s'appuient sur un texte clair, une procédure reconnue, un mandat toujours valide et un mécanisme institutionnel bien ancré. Voilà pourquoi, dans le cas du Sahara occidental, la stabilité juridique joue encore un rôle actif. Et c'est précisément ce socle-là qui fait obstacle à toutes les tentatives de requalification en solo. Car sans validation institutionnelle, impossible de transformer une manœuvre politique en nouveau cadre légal. Et paradoxalement, c'est l'état actuel du monde qui renforce cette stabilité. Dans un univers géopolitique éclaté, morcelé entre centres d'influence concurrents, plus personne ne peut imposer un scénario unique. L'ère des décisions verticales dictées depuis une seule capitale est révolue. On la présente souvent comme un risque, une source d'instabilité. Et pourtant, la multipolarité actuelle joue ici un rôle inattendu mais redoutablement efficace, celui d'un garde-fou contre les grandes manœuvres unilatérales. Dans un monde où plus personne ne règne seul, même les puissances les mieux équipées n'ont plus la main pour redessiner à elles seules le cadre de résolution d'un conflit verrouillé depuis des décennies sur l'agenda du Conseil de sécurité. Et c'est dans ce chaos équilibré que la stratégie algérienne trouve toute sa cohérence. Quand plus aucun acteur ne peut imposer une nouvelle définition, le coup le plus intelligent consiste à empêcher toute redéfinition. Protéger l'ancienne lecture, en faire le seul point d'ancrage légitime, devient alors la meilleure manière de tenir la ligne. Et jusqu'ici, les indicateurs institutionnels ne laissent aucune place au doute. Le droit à l'autodétermination reste intouchable. L'Amin Urso est toujours en poste. Le mécanisme de négociation n'a pas été remplacé. Le dossier n'a pas été requalifié en simple affaire interne. Aucune résolution bricolée dans un coin n'a été imposée. Et surtout, le Front Polisario n'a pas été effacé de la table multilatérale. En résumé, le cadre tient bon. Et tant qu'il tient, personne ne gagne, mais surtout, personne ne réécrit l'histoire. Ce qui marque la période actuelle, ce n'est pas l'absence de solution. C'est l'impossibilité de réécrire le cadre. Et ça, ce n'est pas un vide, c'est une forteresse juridique. Une ligne de défense silencieuse, mais redoutablement efficace. Dans ce contexte, le véritable enjeu n'est plus de savoir quand la paix viendra, mais qui parviendra à maintenir
ou à déformer les règles du jeu. L'équation n'est plus celle d'un règlement miracle, mais d'un rapport de force sur les balises mêmes de la négociation. Et de ce point de vue, les derniers signaux sont clairs, loin de s'affaiblir, l'ossature onusienne se régénère. Elle se répète, se renforce, se protège, comme si elle avait compris que le danger ne venait pas du statu quo, mais de ceux qui rêvent de le contourner. En fin de compte, au-delà des discours partisans ou des rivalités de puissance, ce dossier illustre une vérité dure mais implacable. Certains conflits ne se règlent pas en imposant une nouvelle histoire. Ils se figent parce que le cadre légal refuse de disparaître. Tant que le cadre tient debout, aucune solution ne pourra être plaquée de force, ni imposée en douce, ni sortie du chapeau sans passer par le chemin que ce cadre a prévu. C'est la règle du jeu. Et tant que la règle reste là, la partie ne peut être truquée. La vraie question ne sera donc pas simplement de savoir qui triomphe sur le terrain politique, mais qui sera encore assis à la table quand l'histoire décidera enfin d'appuyer sur l'accélérateur. Et ce jour-là, l'acteur clé ne sera pas celui qui a crié le plus fort ou tapé le plus fort, mais celui qui pourra se lever et dire calmement avec le droit de son côté « Rien n'a changé ». Le cadre est intact. Le processus reste celui que le monde a gravé dans le marbre. C'est dans cette constance silencieuse que réside aujourd'hui l'essence même du dossier. Et c'est aussi là que s'évalue la puissance réelle de certaines de stratégies, celles qui sans fanfare finissent par l'emporter sur le long terme. Car en politique internationale, ce n'est pas toujours celui qui accélère l'histoire qui la façonne, mais celui qui empêche qu'on la falsifie sans lui.